Bonjour à toutes et à tous et bienvenue aux essais du Mobility Loft de l'ACL où on teste les véhicules électrifiés, c'est-à-dire hybrides, plug-in ou électriques. La dernière fois, on avait testé la Jaguar I-Pace, la voiture de l'année 2019, et aujourd'hui, on teste la Mercedes EQC 400 qui est une de ses concurrentes. EQC, c'est le label de Mercedes pour désigner ses véhicules 100% électriques. C'est un label que vous pouvez voir aussi sur les Mercedes de Formule 1. Sur le capot, vous voyez EQC. Donc, ça met en lumière la nouvelle technologie électrique de Mercedes. Ici, ce modèle est un SUV. C'est le premier SUV électrifié de Mercedes, ou en tout cas 100% électrique. Il vous a l'air un peu familier et c'est normal parce qu'il est basé sur le GLC. Pourtant, comme on va le voir, les faces avant et arrière ont été modifiés pour le rendre unique au niveau esthétique. Le QC 400 a beau être tout nouveau, il repose néanmoins sur la plateforme du Mercedes GLC et hérite donc de sa silhouette. Si ses proportions sont similaires, son profil lui est particulier, avec un pavillon dont l'inclinaison postérieure s'intercale entre celle des GLC classiques et coupées. On ne peut en dire autant des faces avant et arrière qui adoptent un design inédit. À commencer par la calandre traitée façon Black Panel qui intègre un bandeau LED lumineux qui court sur toute la largeur du véhicule. Cela se poursuit par un postérieur aux formes arrondies plutôt réussi, un petit clin d'œil au Porsche Macan, et habillé par des optiques LED courant eux aussi sur toute la largeur. Une chose est sûre, de nuit, le QC ne passera pas inaperçu avec ses signatures lumineuses exclusives. Nous voilà à bord de la EQC qui, comme je vous l'ai dit, est basée sur la Mercedes GLC, donc le SUV compact, ou plutôt de taille moyenne de Mercedes. On a vu l'extérieur s'en différencie par un travail sur les faces avant et arrière, où on a les optiques qui sont traitées de façon différente, mais aussi sur le profil du pavillon. Moi, je dirais qu'il se situe entre un GLC classique et un GLC coupé. Donc, on a une ligne de pavillon un peu plus fuyante que sur le GLC classique, mais qui n'est pas aussi coupée que sur le coupé. Donc, Mercedes a positionné son EQC entre les deux. Et alors, par contre, à l'intérieur, on a eu des grandes modifications puisqu'on a une refonte complète du tableau de bord, une modification des instruments de bord et de la tablette multimédia qui reprend le design de la Mercedes A ou E, donc cette grande double dalle centrale qui apporte vraiment, je dirais, un côté high-tech premium et qui est parfaitement intégré dans ce tableau de bord. Au niveau de l'intérieur, cette voiture, c'est là où elle marque le plus de points. Elle a une finition pas loin d'être exemplaire et elle se démarque par rapport à la concurrence. Présentation superbe, en plus ici on a l'édition spéciale, je ne sais pas si vous voyez, non, vous ne voyez pas derrière moi, c'est la 1886, c'est l'édition de lancement. Donc on a pratiquement toutes les options. Je crois qu'une des rares options qu'elle n'a pas, c'est le volant chauffant. Sinon on a les sièges massants chauffants avec réglage dans tous les sens. On a la sono haut de gamme de chez Burmeister et on a plein de trucs sympas comme la reconnaissance vocale. Bon, par exemple ici on est avec une ambiance rouge avec donc l'éclairage d'ambiance rouge, et si je veux le changer, au lieu de devoir aller dans le menu, qui est assez bien fait d'ailleurs, je peux simplement dire « Hey Mercedes ». Oui, s'il vous plaît. Mets-moi l'ambiance en bleu s'il te plaît. Ok, je change la couleur. Bon, vous allez dire que c'est assez futile et pas vraiment utile, mais c'est pour vous donner un exemple de la reconnaissance vocale qui marche vraiment très bien. Je peux aussi lui demander « Hey Mercedes ». Oui, s'il vous plaît. Conduis-moi à Bacharach. L'itinéraire vers la destination, Bacharach, Kaerjeng, est en train d'être calculé.
Alors c'est vraiment pas mal parce que j'ai choisi exprès Bacharach parce que c'est pas, je dirais, une appellation qui est facile à détecter, notamment au niveau de l'orthographe ou de la reconnaissance vocale, et là ça a bien marché. Donc ça montre bien que ce véhicule a vraiment été bien développé à plein de niveaux. Donc voilà, je vous parlais de l'écran, du double écran. Donc on peut le commander avec le tactile. Bon, en roulant, c'est pas l'idéal de commander avec le tactile. Il vaut mieux le commander ici avec le pad. On a un touchpad qui fonctionne assez bien. Mais on peut aussi le commander via le volant. Donc ici sur le volant, j'ai aussi deux mini-pads, ce qui est assez bien fait, je dois dire. On en a un à droite, un à gauche. Alors celui de droite commande l'écran de droite et celui de gauche, l'écran de gauche. La voiture, c'est une traction à la base. Donc vous voyez là, elle a un petit peu utilisé les roues arrière juste à l'accélération. Donc si j'accélère un peu plus fort, elle utilise l'arrière. Mais dès que je roule normalement, c'est principalement le train avant qui est mis à contribution. Donc de ce fait-là, on utilise un seul moteur. Pour information, puisqu'on en parle, on a deux moteurs, comme vous pouvez voir, un moteur devant et un moteur derrière, de même puissance. Ils ont chacun 150 kW, c'est-à-dire 204 chevaux. Le total cumule à 408 chevaux et surtout 760 Nm de couple, ce qui est vraiment appréciable. Et bon, ce qui n'est pas, je dirais, superflu, vu la masse du véhicule. On est à presque 2,5 tonnes. C'est énorme, mais c'est le standard malheureusement pour ce type de véhicule. À partir du moment où on est sur des gabarits de SUV avec des batteries importantes, ici on a 80 kWh de batterie, donc les batteries à elles seules pèsent 650 kg. C'est la norme pour cette capacité. Le tout fait qu'on a quand même un véhicule assez lourd, mais à la conduite, ça ne se ressent pas trop à partir du moment où on n'essaye pas de rouler vite dans les petites routes. Donc quand on roule de façon coulée, ça ne se ressent pas. Donc on a des performances qui sont, comme je l'ai dit, appréciables, 0 à 100, 5 secondes 1. Vmax à 180 km/h, ce qui est suffisant et plus que suffisant puisque ce sont des vitesses auxquelles il faut absolument éviter d'aller avec un véhicule électrique vu qu'à ces vitesses, la batterie se vide trop vite. Donc en général, il faut éviter les vitesses supérieures à 120-130 km/h parce qu'on vide la batterie très très vite. Au niveau de la conduite, ce qui étonne le plus, c'est la douceur de fonctionnement. On a vraiment une aisance et je dirais un côté relax quand on conduit cette voiture qui est vraiment appréciable et qui la différencie de ses concurrentes que sont la Jaguar I-Pace, bien entendu. L'Audi e-tron, nous ne l'avons pas encore essayé, donc on ne va pas se prononcer, mais l'autre concurrente, c'est la Model X de Tesla. Et là où Mercedes a vraiment fait un beau boulot, c'est au niveau de tout ce qui est douceur de conduite, onctuosité, progressivité. On a une voiture qui n'est pas du tout agressive et c'est un peu, je dirais, le travers ou l'erreur que commettent les autres constructeurs, c'est qu'ils veulent absolument que la voiture soit dynamique. Du coup, on se retrouve avec des voitures qui ont des belles performances, qui accélèrent très fort. Elle accélère aussi très fort celle-ci, puisqu'elle fait le 0 à 100 en environ 5 secondes. Mais par contre, au niveau de tout ce qui est suspension, confort des sièges, elle est vraiment un cran au-dessus de la concurrence. Donc en tout cas des deux qu'on vient de citer. Et ça, c'est vraiment appréciable. Et ça change tout au niveau de la vie à bord. On peut vraiment la conduire de façon très coolée sur un filet de gaz, bien qu'ici c'est l'électrique. Ce que j'apprécie aussi particulièrement, c'est non seulement la progressivité de l'accélérateur, on peut vraiment doser avec finesse, c'est vraiment très agréable, mais en plus c'est aussi le freinage. Comme vous allez voir maintenant, je vais freiner, mais je vais freiner de façon extrêmement douce et je vais pouvoir m'arrêter vraiment presque de façon imperceptible sans à-coups. Voilà, ça c'est un arrêt vraiment soft stop. Et sur ce coup-là, Mercedes a vraiment fait un beau boulot. On sent que la voiture a vraiment du développement derrière et on n'a pas simplement transposé un moteur électrique sur une voiture existante. Et c'est d'autant plus appréciable que cette voiture est basée sur une voiture thermique, ce qui n'est pas le cas des deux autres qu'on a cités. Donc gros boulot de développement au niveau calibration de conduite. Ça se répercute aussi au niveau du volant. On a un volant qui est d'une douceur et aussi d'une précision. Il est parfaitement pondéré. On n'a pas une voiture qui est trop directe.
et c'est vraiment bien fait. Alors on a une consommation qui est annoncée par Mercedes à 22 kWh au 100 km. C'est suivant le cycle WLTP, donc le nouveau cycle d'émission. Il y a pas mal d'essayeurs qui ont tourné aux alentours des 23-24. Nous, on a tourné, comme vous pouvez le voir, à 27,8 kWh au 100 km sur un total de 255 km qu'on a parcouru. On a principalement fait parcours mixte urbain, extra-urbain, donc comme typique du Luxembourg, donc avec un peu d'autoroute, un peu de route, un peu de ville. Je pense que c'est sur cette valeur qu'il faut tabler, je dirais entre 25 et 30 kWh, suivant que vous avez le pied léger ou pas. Donc ça nous fait une autonomie de combien finalement? Donc c'est simple, on prend 80 kWh et on divise par cette consommation. Moi j'arrive à une valeur qui est aux alentours des 300, entre 300 et 350 km réels. Je dirais que pour tourner aux alentours de Luxembourgville, c'est tout à fait adéquat. Par contre, pour faire de la distance de l'autoroute, ce n'est pas vraiment le véhicule. Et comme je l'ai déjà dit précédemment, les véhicules électriques ne sont pas forcément faits pour faire de l'autoroute, ou en tout cas de façon régulière. De façon occasionnelle, oui, bien sûr, on regarde où sont les bornes de charge et on s'organise en fonction. Mais le véhicule électrique, tel qu'il existe aujourd'hui, s'accommode beaucoup mieux d'une conduite urbaine et extra-urbaine, donc autour de la ville. Ça convient parfaitement à une utilisation au Luxembourg à partir du moment où on ne veut pas aller plus loin. Alors, quelque chose qui est aussi très bien fait, c'est au niveau des aides à la conduite. Là, maintenant, je viens d'enclencher le cruise adaptatif. Et donc, il s'est calé sur 50 km/h. Là, il est libre, voilà, le chemin libre devant nous et la voiture reprend de la vitesse. Et elle calibre super bien à la fois la vitesse, la distance et aussi le freinage. Donc c'est vraiment bien fait. Là, on vient d'arriver à un feu. Elle a détecté que la voiture devant nous s'est arrêtée et là, elle est occupée à freiner pour vraiment s'arrêter en douceur. C'est vraiment bien fait. Alors on va en profiter là qu'on est sur autoroute pour mettre en route l'autopilote ou en tout cas le cruise control adaptatif puisque Mercedes ne l'appelle pas autopilote. Alors voilà. Je l'ai mis en route et là, il va gérer à la fois la vitesse et la distance. Et voilà. Donc là, je ne fais rien pour le coup. Il est parti. Il se régule par rapport à la... Donc je dois toucher de temps en temps, sinon il n'est pas content, ce qui est logique. Et là, il régule à la fois sa vitesse et sa distance par rapport à la voiture qui est devant. Et ce qui est sympa dans ce système-ci, c'est qu'il lit les panneaux de circulation. Donc là, il sait que le maximum c'est 130, mais il ne va pas plus vite parce que la voiture devant ne va pas plus vite que 130, elle est à 110. Donc au niveau sécurité, c'est quand même très bien fait. Et bon, évidemment, ce système-là ne peut pas se substituer au conducteur. On doit toujours être très vigilant à ce que fait la machine et surveiller parce qu'il y aura toujours des cas de figure où elle va mal interpréter un marquage au sol, un panneau ou autre. Donc il faut toujours être prêt à intervenir, bien entendu. Alors je vais encore vous parler des modes de conduite. Ici, on a la possibilité de sélectionner sur la console centrale, sur cette molette ici, les modes de conduite. Donc on a le dynamique qui est vers le bas. Et vous voyez sur l'écran, à ce moment-là, je peux sélectionner entre 5 modes. Donc individuel, là je choisis mes settings moi-même qui sont les settings liés à la direction et à la réponse du moteur. J'ai sport, j'ai confort, j'ai éco et j'ai maximum range. Moi personnellement, j'ai pratiquement roulé que en confort parce que je trouve qu'il est vraiment très bien défini. Mais bon, évidemment, si on veut avoir une réponse plus franche, on se met en sport. Maintenant, on va plutôt s'amuser un peu. Je vais la mettre sur dynamique et on va aller sur les petites routes, voir un petit peu comment cette voiture tient la route. Je ne pense pas que ce soit une voiture qui soit faite pour ça, mais il faut quand même l'essayer. Donc, bon, déjà au niveau de l'accélération, il y a du répondant. Bon, et on sort dans les virages, bon, il y a une certaine masse. Hein. C'est pas fait pour. C'est moins sportif, moins dynamique qu'une Jaguar I-Pace. Mais finalement, pour le type de véhicule, pour un SUV, je préfère un véhicule confort pour ce gabarit qu'un véhicule sport qui n'est pas confortable.
Mais je dois dire qu'au niveau tenue de route, c'est... bon, il ne faudra pas montrer la vitesse, hein. C'est vraiment... ça tient bien la route, hein. Ça bouge un petit peu, mais ça tient bien la route. Surtout moi qui bouge un peu. Voilà, mais franchement, que demander de plus, quoi. En plus, la direction, elle s'est durcie vu que je l'ai mis en mode sport. Et malgré le poids du véhicule, ça va bien, franchement, rien à dire. On va tester un peu les freins, donc prépare-toi, ça va un peu secouer. Ah, les freins sont quand même pas très mordants. On a quand même 2 tonnes 5. Là, avec 2 personnes à bord, c'est même plus que 2 tonnes 5. On est probablement pas loin de 2 tonnes 7. Et là, ouais, moi je dirais puissance de freinage peut mieux faire, vraiment. Ça prouve que c'est pas fait pour attaquer, mais on peut rouler de façon dynamique avec. Test réalisé en ne montrant pas la vitesse, bien sûr, parce qu'on a respecté les limites, comme d'habitude. Je suis assez bluffé par ce véhicule parce qu'il est vraiment cohérent. La mise au point, on voit qu'il y a vraiment un gros boulot de mise au point qui a été fait et qu'on a vraiment pensé à comment le rendre le plus agréable, le plus facile à utiliser. Pour conclure notre essai, nous dirons que cette nouvelle Mercedes EQC est une très belle surprise. Comme on l'a dit, c'est un véhicule qu'on a beaucoup apprécié par rapport à sa douceur de fonctionnement, sa qualité perçue, donc l'intérieur vraiment, l'habitacle, la finition, les matériaux utilisés font vraiment la différence par rapport à la concurrence. Au niveau de la technologie, elle est vraiment à la page, elle n'a rien envié à ses concurrentes. Et puis, il faut dire que l'agrément d'utilisation, le confort est vraiment au top. En ce qui concerne les défauts ou les regrets, on dira bien évidemment la masse de 2,5 tonnes est toujours présente comme les concurrentes. C'est une voiture qui est lourde et qui ne se prête pas à rouler de façon, je dirais, très dynamique sur route, mais ce n'est pas vraiment ça que l'on recherche à bord d'un SUV. L'autre point qui est un petit peu dommage, un peu comme la Jaguar I-Pace, c'est au niveau du chargeur du véhicule qui, lorsqu'on charge sur une borne publique, on est limité à 7,4 kWh, ce qui fait qu'on doit attendre assez longtemps pour la charger. Dans ce cas, il faudra essayer de trouver une borne DC fast charging qui nous permette de charger la totalité en 40 minutes. Mais pour conclure, en ce qui me concerne, je pense que c'est probablement la proposition la plus cohérente, la plus complète qu'on a aujourd'hui au niveau de véhicules électriques SUV de ce type-là. Et je dirais que jusqu'à présent, c'est ma préférée.